Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquier, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Pourrait-on faire en sorte de ne jamais tomber malade ? Que dit la maladie de nous et comment l'accompagner ? Autant de questions que se pose la médecine traditionnelle chinoise. Dans un ouvrage se présentant comme un guide, rendant accessibles des savoirs ancestraux, mon invité du jour donne une autre lecture, notamment du cancer, et nous livre surtout une invitation à l'écoute de soi et de son environnement, à une forme d'équilibre. Docteur en médecine traditionnelle chinoise et formée en neurosciences, elle a étudié l'acupuncture et le traitement de la douleur en Chine et au Vietnam. En 2002, elle ouvre son cabinet à Paris et fonde la célèbre ONG Eliscare, au travers de laquelle elle soigne sur le terrain, en zone de conflit, notamment en Syrie et en Irak et plus récemment en Ukraine. Je l'accueille aujourd'hui à l'occasion de la sortie de son livre « Prévenir et soulager, cancer, les vertus de la médecine traditionnelle chinoise ». Bonjour Élise Bogossian. Bonjour Anne. Alors bienvenue dans Métamorphose, je suis ravie de vous recevoir, ça fait vraiment des années, je peux le dire que je vous suis sur les réseaux sociaux, que je suis vos engagements, vos actions, on a l'impression que vous avez presque le don d'ubiquité, tellement on vous voit active et sur le terrain, vraiment de manière assez présente, vous bougez beaucoup. Oui, je bouge beaucoup physiquement et je bouge aussi beaucoup dans ma tête, j'essaye de m'organiser le mieux que je peux, mais j'arrive à faire plusieurs choses. J'arrive à me voir ici et là-bas en même temps, et après, j'essaie d'organiser les entre-deux pour atterrir en douceur. Alors Élise, vous avez une formation neuroscientifique au départ. Comment la médecine traditionnelle chinoise a-t-elle vraiment percuté ou croisé votre chemin au point de devenir docteur en médecine traditionnelle chinoise, justement ? Alors, c'est les hasards de la vie. J'ai toujours été passionnée par les fonctions du cerveau, toutes les commandes de la pensée, de l'intuition, de comment l'être humain se construit avec son histoire. Ça me plaisait vraiment de comprendre comment le cerveau humain est fait. Et puis, les fonctions du sommeil, la douleur, les addictions, tout ça, ça me passionnait. Et puis un jour, j'avais un professeur qui nous a fait une petite digression en classe en nous racontant une légende d'acupuncture sur un point piqué dans le pied qui avait provoqué une libération d'endorphines dans le cerveau. Et ce patient qui souffrait de douleurs, toutes ces douleurs ont disparu à ce moment-là. Alors là, j'ai été complètement fascinée. Puis moi, il suffit de me raconter des histoires et je décolle dans la minute. Et je commence à ce moment-là à m'intéresser à cette médecine. Et puis après, quelques semaines plus tard, je rencontre un acupuncteur. Puis j'ai eu un petit souci de santé qui a été résolu de cette façon-là. Et à ce moment-là, je me décide à partir aux sources. Et l'année d'après, j'étais en Chine, à Pékin pour la première fois. Et c'est là où vous êtes formée. Quand on dit docteur en médecine traditionnelle chinoise, ce sont des études qui sont quand même assez longues, intenses. En quoi ça consiste ? Alors, en Chine, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine d'État, avec son université. Vous avez des universités de médecine occidentale, des universités de médecine traditionnelle chinoise. Ce sont des centres, il y en a beaucoup en Chine, mais certains sont reconnus et validés par l'OMS. Et ces établissements-là accueillent les étudiants étrangers. Et donc, moi, j'ai commencé par des stages, des choses comme ça, parce que j'ai fait aussi une école en France parallèlement à mes études de neurosciences, parce que dès que je suis rentrée de Pékin, et je suis tout de suite rentrée dans une école de médecine chinoise, puis j'ai commencé à apprendre les chinois et j'ai fait ce qu'on appelle une co-tutelle. Et en fait, rapidement, quand vous voulez renforcer vos connaissances et aller dans le perfectionnement et dans l'approfondissement de la technique, en fait, vous vous inscrivez à l'université, quoi. Et puis, alors, on essaie d'avoir des équivalences, ils prennent vos diplômes ici, tout ça.
Et puis j'ai rapidement, j'ai fait mes 3 premières années. J'étais en France, et puis ensuite, avec les neurosciences et le DEA que je faisais à l'époque à Paris 6, j'ai demandé une collaboration avec l'hôpital de Hanoï au Vietnam, qui était un département spécialisé dans la prise en charge de la douleur. Et plutôt que de travailler sur des rats en laboratoire à Paris, je voulais travailler sur des blessés qui souffraient de douleurs neuropathiques, douleurs du membre fantôme et douleurs dues aux accidents de la guerre. C'était des vétérans de la guerre du Vietnam, et c'est comme ça que ça a commencé. Et puis après, j'ai continué mon enseignement, et puis une fois vous faites les stages à l'hôpital, après c'est le même système qu'en France. En fait, vous avez l'externat, puis l'internat. Ensuite, si vous voulez faire une thèse, vous vous inscrivez pour un doctorat. Pour ça, il faut avoir le niveau de la 5e année. Puis après, vous avez un directeur de recherche. Et puis, vous choisissez votre sujet. Vous avez des cours. Et tout ça, c'est pareil, c'est encadré. Enfin, c'est reconnu c'est un centre validé par l'OMS. Et puis, j'ai fait ces 3 ans, le doctorat. Moi, je l'ai fait en 5, puisque j'ai eu mon premier enfant au début du démarrage de ce doctorat. Et puis, j'ai soutenu ma thèse après les premiers pas du 3e. Donc j'ai pris un peu plus le temps, et puis avec la distance, comme j'allais et je venais beaucoup en France, c'était un peu plus long, mais c'était génial en fait. C'est ça. Après j'ai soutenu ma thèse, et puis j'ai eu un doctorat, comme on a un doctorat en histoire, en sociologie, en droit. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, c'est pas une formation rapide. Dans l'inconscient collectif, il y a quand même cette croyance que la médecine traditionnelle chinoise, c'est principalement l'acupuncture. Or, ça ne recouvre pas que l'acupuncture, on est d'accord. La médecine traditionnelle chinoise, elle recouvre plusieurs disciplines. L'acupuncture n'est pas la première. En fait, dans la Chine ancienne, c'était même la médecine, la technique qu'on gardait pour les animaux. En fait, la première, c'était la médecine par les plantes. C'était la plus noble, celle qu'on utilisait pour les hauts cadres, les personnes de la haute société utilisaient la médecine par les plantes. Puis l'acupuncture, c'est aujourd'hui celle qui est la plus connue, mais c'était vraiment, au départ, à la base, c'était la médecine des plantes. Intéressant. Alors, sur quoi va-t-elle justement se concentrer en termes plutôt, cette fois-ci, de philosophie qui échapperait à la médecine finalement occidentale, la médecine chinoise ? C'est une médecine qui puise ses racines dans la philosophie taoïste, et qui explique que l'homme fait partie d'un tout, que l'homme fait partie de l'univers, qui est l'intermédiaire entre ce qu'ils appellent ciel et terre, que l'être humain est animé d'un souffle, on appelle le chi, l'énergie, qui explique la santé, mais aussi la maladie. Ce chi n'est pas suffisant, lorsqu'il circule pas bien, lorsqu'il est bloqué, il est responsable de maladie. Et tout l'art de la médecine traditionnelle chinoise, c'est de permettre à cette énergie, à ce chi, d'être en quantité suffisante, d'avoir une bonne qualité de chi, une bonne circulation du chi, pour que la personne ne soit pas malade et vive longtemps. C'est pour ça que la médecine traditionnelle chinoise est avant tout une médecine de prévention. Et ce chi a ses déclinaisons. Le chi, c'est ce qu'on explique après à travers le yin et le yang, la théorie des 5 éléments. On va y revenir, bien sûr. Voilà. Oui. C'est vrai que là, c'était pour un petit peu en introduction débroussailler notre sujet. Sur ce plan-là, c'est vrai que vous démarrez... Alors, je le dis pour nos auditrices et nos auditeurs, votre livre est aussi sur le cancer, mais avant tout, il est aussi, je trouve, un manuel pour prévenir et rester en bonne santé, au-delà même du cancer, évidemment, qui est un aboutissement qu'on souhaite tous éviter. Mais il n'est pas que destiné à des gens qui voudraient se soigner d'un cancer, ou en tout cas travailler autour du cancer, on est d'accord. C'est vraiment absolument. Un ouvrage très grand public, moi je trouve. Oui, absolument. Voilà. Et vous démarrez votre livre par le récit poignant de Nathalie, atteinte d'un cancer justement, et que vous avez accompagné. Vous dites que vous êtes une optimiste avec cette phrase que j'aime beaucoup. Vous dites que vous avez cette phrase au cœur: tant qu'il y a de la vie, tout est possible. Et vraiment, on a l'impression que cet accompagnement que vous avez fait de cette femme vous a donné quelque part un peu le là aussi dans la pratique. Je ne sais pas si c'était au tout début de votre pratique ou si c'était il y a longtemps, mais il y a eu quelque chose qui a jailli à ce moment-là. Oui, c'était il y a une quinzaine d'années. Peut-être que ce qui m'a bouleversée, c'est que elle avait une petite fille de l'âge de mon fils, qu'elle était très jeune, et qu'elle était condamnée en fait par la médecine au départ.
et surtout le fait que cette maladie qui arrive du jour au lendemain, c'est quand même un profond traumatisme. Quand on vous annonce comme ça, vous êtes atteint d'un cancer, en plus aujourd'hui avec les rechutes, même si la médecine a évolué, c'est quand même une maladie qui fait terriblement peur. On a peur de mourir des effets secondaires, on a peur de mourir en chemin, on a peur d'avoir des séquelles à vie, on a peur de perdre sa qualité de vie, on a peur de perdre sa féminité. Et c'est une femme qui m'a énormément appris parce que, d'abord, comme elle était très consciente, très spirituelle, on avait des conversations assez touchantes, très bouleversantes même sur la mort, sur son enfant, sur des choix qu'elle avait faits ou pas faits, comment finalement le cancer s'était développé dans son corps avec des colères rentrées, on en parlait souvent. Et c'est vrai que souvent, quand je vois au cabinet des personnes malades du cancer, vous avez beaucoup de personnes qui vous disent je suis pas du tout étonnée en fait d'en avoir fait un parce que je me suis tellement maltraitée, je me suis tellement pas écoutée, ou j'ai tellement encaissé d'émotions, je suis devenue un millefeuille d'émotions que finalement, en fait, cette maladie, elle vient se développer, et elle vient se développer sur cette carence, sur cette faiblesse du chi, en fait. Oui, c'est ça. On parlait de David Servan-Schreiber hors antenne toutes les deux avant cette émission, et je me souviens qu'il m'avait dit que, effectivement, dans les patients qu'il voyait qui étaient aussi atteints du cancer, qu'il y avait beaucoup de personnes qui ne se sentaient plus, je ne sais plus comment il avait formulé, mais qui n'avaient plus une forme de souveraineté, comme si en fait ils se sentaient victimes, qu'ils avaient subi des choses comme ça, et qu'il y avait quelque chose qui échappait complètement au contrôle, ou en tout cas ce sentiment d'impuissance. Voilà, c'était ce mot d'impuissance, qui se sentait impuissant face à des événements de la vie. Oui, et en médecine chinoise, on dit aussi que c'est, à un moment donné, lorsque la barrière défensive, en fait, on a bien sûr, on a l'énergie, on a notre chi vital qui circule à l'intérieur de notre corps et qui explique la santé, mais on a aussi ce qu'on appelle une barrière, ce qui est cette peau. Mais la peau, elle est plus que de la peau, c'est de l'énergie défensive, on appelle ça en médecine traditionnelle chinoise, qui vient protéger votre corps des agressions extérieures. Et en fait, elle nous protège aussi des émotions qui nous viennent de l'extérieur, pas seulement le vent, le froid, ce que les Chinois appellent les pervers climatiques quand on attrape un rhume ou des choses comme ça, mais en fait, il y a aussi tout ce qui vient, toute l'agression qui vient de l'extérieur et qui vient nous attaquer à l'intérieur dans notre vitalité et notre capacité à faire front, à faire face pour empêcher cette toxicité de nous envahir et de provoquer des maladies. Ça peut être des colopathies, une lombalgie, une endométriose, peu importe quoi, là je vais au-delà du cancer. Quand notre vitalité est forte et que cette énergie défensive est forte, ça va souvent avec un mental fort, on a les capacités à faire front, on a les capacités aussi à s'auto-guérir quand quelque chose démarre à l'intérieur de nous. Et ce que disait David Servan-Schreiber, c'est qu'à un moment donné, quand il y a effectivement cette énergie défensive qui est défaillante, mais aussi à l'intérieur de notre cœur, de notre mental, de notre joie, quelque chose qui s'est effacé, la lutte, en fait, l'ennemi, entre guillemets, est plus fort que notre énergie vitale. Et c'est à ce moment-là que dans le rapport de force, effectivement, la maladie prend le dessus. Alors vous avez un métier, je l'ai dit un petit peu en introduction, mais c'est pas banal non plus dans votre parcours, hein, juste en 2 mots, parce qu'on refera peut-être un jour une interview plus sur ce sujet-là, qui n'est pas forcément directement l'objet de l'interview d'aujourd'hui, mais vous avez fondé cette ONG, Elise Care, où avec votre métier et toute la médecine traditionnelle chinoise, justement, vous allez sur le terrain dans des zones de conflit, avec toute votre palette et votre talent et vos outils et votre formation pour aider notamment des enfants, c'est ça, sur des zones difficiles? Oui, alors pas uniquement des enfants, c'est de façon générale les survivants. On a... Au départ, c'est né d'une volonté personnelle d'aller aider ceux qui n'avaient pas eu ma chance, puisque je suis à la 3e génération. Mon grand-père était un survivant de rescapé du génocide perpétré en 1915 par les Turcs de l'Empire ottoman. Il a survécu, puis après, ça a été une histoire d'exil
lui, puis après mon père. Moi, je suis née en France et j'ai, Dieu merci, jamais connu la guerre et jamais souffert comme eux l'ont souffert. Mais c'est vrai que lorsque j'ai eu ce déclic en voyant la guerre en Syrie, qui est la terre où mon grand-père a été déporté, j'ai voulu aller là-bas. Et donc après, avec le temps, c'est devenu une véritable... Je me suis rendu compte que c'était vraiment ce qui manquait dans ma vie. Et puis j'ai mis ce qu'il fallait en œuvre pour créer autour de ma dynamique des équipes et puis construire des projets dans la durée. Et aujourd'hui, on a effectivement des missions auprès de femmes victimes de trafic d'êtres humains, d'enfants issus des mafias, des enfants qui ont subi beaucoup de violences, de torture dans les prisons, des enfants des rues qui n'ont plus de famille, qui sont apatrides ou qui sont orphelins et qui sont forcément la proie de toutes ces mafias qui émergent dans les zones de guerre. Et c'est vrai que, à part la dimension de la maladie, des séquelles physiques qu'on a beaucoup et qu'avec les médecins sur place on arrive à soigner, il y a aussi des dimensions plus immatérielles liées au psychotraumatisme, au stress de la guerre, liées à la violence subie sur les corps. Et on a mis en place des outils avec l'auriculothérapie, avec d'autres techniques alternatives comme le yoga, comme l'art-thérapie, complémentaires à la médecine et qui nous permettent de faire des bonds incroyables. On a des enfants qui, par exemple, avaient des eczémas sur tout le corps, ou des enfants qui faisaient pipi au lit, ou des enfants qui étaient incapables de mémoriser ni d'apprendre à l'école, en combinant d'autres techniques complémentaires, intégratives à la médecine allopathique, parce qu'on aurait pu les bourrer de cachets, ces enfants, avec des anxiolytiques ou des antidépresseurs, on n'aurait pas eu ces effets-là. Et pareil chez les femmes. Des femmes qui ont le corps complètement meurtri, blessé par des viols répétitifs, quand elles ont été vendues de force ou alimentées trafic sexuel. Ces femmes-là, en fait, avec l'acupuncture, on fait aussi beaucoup de choses. Ça peut paraître dingue d'intégrer des techniques comme ça sur des sites pareils, mais en fait, ça fait partie de ce qu'on appelle la médecine globale. Voilà. Oui, c'est ça. Et avec des résultats, vous êtes combien aujourd'hui dans... On a une 50aine de permanents. On est maintenant sur 6 pays. On soigne 100 000 personnes par an. Et c'est devenu une organisation qui prend du temps, avec beaucoup de logistique, beaucoup de gestion de risques, beaucoup de gestion de facteurs humains, pour être dans des endroits avec des conditions de travail suffisamment sécures. Là, on vient de faire 5 missions en Ukraine, et c'est vrai que c'était pas évident du tout, parce que vous avez vu avec l'actualité, ça change quand même presque tous les jours. Oui. Mais c'est beau aussi, parce que on apprend avec les gens sur le terrain, on apprend d'eux, mais eux aussi apprennent de nos techniques, et puis il y a un partage de savoir-faire qui est assez exceptionnel. Oui, riche. Oui. Alors c'est vrai que vous avez parlé à plusieurs reprises du qi, on ne sait pas forcément ce que c'est. Comment est-ce qu'on pourrait appréhender cette notion c'est un peu comme la conscience, en fait. Quand on dit le qi, on voit un peu de ce dont on parle, mais c'est difficile parfois de le définir, peut-être. Le qi, vous le voyez dans le regard d'une personne. Vous le voyez en touchant son corps. Vous le sentez quand vous mangez, que vous allez digérer, la nuit quand vous dormez, vous faites des rêves. Le qi, c'est ce qui explique la santé, c'est quand vous voyez un enfant grandir, c'est un enfant qui a un bon qi, un enfant qui se développe bien. Une femme qui va avoir un enfant. Tout ça, c'est le cycle de la vie, en fait, le qi. Lorsque vous avez des signaux de faiblesse... On pourrait dire que c'est l'énergie ? C'est l'énergie, c'est la vie. Le qi, c'est la vie. D'ailleurs, l'idéogramme chinois représente le qi avec de l'eau et des grains de riz, des céréales. Et c'est le cycle de la vie. Ce qi, il a plusieurs... c'est comme les 2 facettes d'une pièce. Il a il peut être chaud, il peut être froid, il peut être nuit, il peut être jour. C'est ce qu'on appelle le yin et le yang. En fait, c'est les 2 représentations du même concept, mais qui ont des manifestations différentes. Voilà, c'est l'homme, la femme, la lune, le soleil. Tout ça, c'est des représentations du qi, mais qui, par ce phénomène de cycle, de dépendance,
de complémentarité, d'interdépendance qui explique la vie, les cycles de la vie, les générations, les saisons, tout ça. C'est ça. Et ensuite, à partir de là, de l'observation de cette nature, des plantes qui poussent, des fleurs qui deviennent des fruits, et puis après c'est l'hiver, et puis ce cycle de la vie, les Chinois l'ont observé, l'ont analysé, et par analogie, ils ont fait des nomenclatures, ils ont créé des catégories pour expliquer ce qui se passe à l'intérieur du corps humain. Et c'est la même chose, le corps humain a aussi ses propres cycles. Et lorsque on arrive... Et puis ils ont développé une théorie qui s'appelle la théorie des 5 éléments, où vous avez les 5 éléments qui correspondent aux 5 organes vitaux les plus importants. Et chacun de ces organes, avec sa fonction yin, sa fonction yang, parce qu'il faut qu'il soit plein de chi pour être en bonne santé, mais tous ces organes sont dépendants les uns des autres, comme les saisons dépendent les unes des autres. Et c'est ainsi que, petit à petit, les premiers traités de médecine, pour catégoriser, expliquer la naissance, le développement des maladies et mieux comprendre ces maladies pour pouvoir mieux les prévenir, ça a été tout l'objet de la médecine traditionnelle chinoise pendant des siècles et des siècles. Puis après, il y a eu un corpus, il y a eu des traitements. C'est comme ça que les premiers points d'acupuncture ont été expliqués, puis les plantes, puis les techniques de massage, de ventouse, de qigong, tout ça, ça vient pour aller réveiller le qi, le nourrir, le renforcer quand il est pas assez fort, le calmer quand il est trop fort, quand vous avez trop de feu, trop de yang, que vous êtes quelqu'un tout le temps en colère, que vous avez tout le temps mal à la tête, que vous dormez pas, vous faites de l'insomnie, que vous avez un feu excessif avec beaucoup de montée de chaleur, ce qu'on appelle la montée de yang du cœur, qui va vous causer des migraines, de l'hypertension, et puis de la chaleur, des acouphènes, des yeux rouges. Tout ça, c'est des montées, des signes de trop plein de chaleur. En fait, il faut calmer ce feu, il faut calmer cette chaleur. Et pour ça, on va aller utiliser des points, des plantes, des techniques pour aller diminuer cette chaleur, mais aussi apporter de l'eau. Parce que quand il y a trop de chaleur dans le corps, ça brûle les tissus, ça brûle les liquides, ça brûle le sang. Et donc, on va trouver l'équilibre yin-yang pour régénérer les fluides, régénérer les liquides et en même temps calmer ce qui brûle, ce qui provoque cet incendie à l'intérieur de vous. Ça paraît tellement en fait logique et plein de bon sens finalement qu'on a l'impression qu'en Occident on a un peu oublié ces bases-là parfois. Oui, et puis ces organes-là, on les associe aux émotions parce que 80% des maladies qu'on développe sont aussi liées aux émotions. Et quand on comprend que ces émotions-là viennent blesser les organes, parce que les organes sont le siège de ces émotions-là, quand on dit par exemple qu'une colère blesse le foie, qu'une mélancolie ou une tristesse excessive au-delà de 45 jours va aller abîmer, blesser l'énergie des poumons, quand on dit qu'une peur excessive est très mauvaise pour le rein et qu'il faut jamais, jamais, jamais qu'un enfant ait peur parce que c'est la phase de développement des reins qui permet la croissance de l'enfant, c'est un moment où l'enfant doit être protégé de la peur pour avoir un beau développement, un développement épanouissant. Tout ça, en fait, c'est expliquer comment chaque organe loge des émotions et que finalement, quand on travaille sur l'émotion, on travaille aussi sur l'organe. D'ailleurs, on a plein d'expressions dans l'inconscient populaire qui sont liées aux organes. Pas se faire de bile, la rate au courbouillon, etc. J'en ai plein le dos. Voilà. Donc ça veut dire qu'on avait ça quand même aussi dans notre pharmacopée, certainement chez nous. Oui. On avait cette connaissance. Oui. Ouais. Dans une médecine traditionnelle, qui serait plus proche peut-être des approches naturopathiques ou phytothérapeutiques, etc. Autre point, notion importante, je crois, en médecine traditionnelle chinoise, dont vous parlez, c'est le sang. Comment on dit le sang ou le sang avec un S majuscule? Le sang. Le sang, le sang. Comme le sang. Oui. Voilà, donc c'est pour ça quand on l'entend. Donc qu'est-ce que c'est? Le sang, c'est le sang avec le S majuscule, c'est le sang avec le S minuscule, sauf qu'il a des fonctions supplémentaires, parce que le sang en médecine chinoise, c'est notre carburant, c'est un peu notre essence qui vient nourrir le corps, qui est produit par la rate. La rate qui est aussi le siège de la pensée, qui est aussi un organe central en médecine traditionnelle chinoise. C'est l'organe de la digestion, mais c'est aussi le siège de la pensée, c'est aussi le siège des émotions. Et la rate, elle est associée à l'élémentaire. C'est ce qui fait aussi c'est ce qui donne notre assise, notre ancrage. Et c'est un organe très important. Et lorsque la rate est forte, l'énergie, le sang est suffisamment produit et le sang va aller nourrir les organes évidemment, mais aussi le cerveau,
aussi le cœur. Et c'est le sang est associé en termes d'énergie aussi à la pensée I. Le I en chinois, c'est la pensée, c'est ce qui nous permet d'être dans la créativité, c'est ce qui nous permet de pouvoir mémoriser, de pouvoir apprendre. Quand on fabrique assez de sang, on a une meilleure intelligence aussi parce que les fonctions du cerveau sont nourries. Le cerveau est nourri. Ouais, c'est tout comme mettre de l'huile dans les rouages, en fait, tout simplement. Et comment est-ce qu'on fabrique plus de sang ? Avec une bonne rate. La rate, c'est un organe qui est associé à la terre. En médecine chinoise, la rate, elle favorise la digestion, elle stocke le sang, elle fait circuler le sang dans les vaisseaux. Elle déteste l'humidité, la rate. Donc déjà, d'éviter une alimentation humide à base de laitage, de crudité. La rate, elle n'aime pas ça. Et la rate, elle gouverne aussi les muscles. Donc, quand vous avez une rate faible, généralement, ce sont des personnes qui ont beaucoup de mal à se réveiller le matin. Ce sont des personnes qui sont qui ont beaucoup de faiblesse musculaire, qui ont une espèce d'asthénie, une fatigue qui ne se répare pas avec une bonne nuit de sommeil. Ce sont des gens qui décollent, qui sont bien dans l'après-midi plutôt. Des gens qui mettent du temps. Et donc, pour fortifier la rate, alors la rate, elle est associée aussi à l'été indien. C'est la saison entre l'été et l'automne. C'est un moment où on peut fortifier, renforcer la rate avec des séances. C'est important de faire ça à la fin de l'été, quelques séances. Et ça vous booste, ça vous prépare pour l'entrée en hiver. C'est aussi la rate qui est associée à l'organe estomac, parce qu'en médecine chinoise, les organes travaillent en binôme, comme je disais, il y a yin et yang. C'est un couple qui est beaucoup lié aussi au système immunitaire. Quand on a une rate forte, rate-estomac, quand le couple rate-estomac est fort, généralement on tombe pas, ou alors quand on tombe malade, on guérit vite. Voilà, c'est lié, c'est relié beaucoup au système immunitaire. Ouais, ça favorise vraiment un bon système immunitaire. C'est vraiment le centre. On appelle la rate aussi le centre. Ouais. Justement, dans cette médecine traditionnelle chinoise, la relation avec le patient est un peu différente, je le disais en introduction et vous le rappeliez également, qu'on est vraiment dans une médecine préventive. On dit toujours qu'effectivement, un bon médecin chinois ne voit pas en théorie beaucoup de patients malades. Voilà, je ne sais pas si c'est une légende un peu populaire, mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Comment se déroule en fait une consultation en médecine chinoise ? Alors, il y a 4 temps de l'examen, parce que le praticien de médecine traditionnelle chinoise va d'abord observer. En fait, il y a les 4 temps. C'est l'observation. Ensuite, il y a... c'est un temps où on va aller observer comment se tient le patient, son teint, si le teint est pâle, si le teint est terne, si le teint est gris, comment est la voix. Il écoute aussi. On voit la corpulence, on sent les odeurs, on se fait une idée en termes de trop plein d'énergie ou de pas assez d'énergie. Est-ce que cette personne qui vient, elle est en faiblesse ou en trop plein d'énergie ? Ensuite, on pose des questions. Il y a un interrogatoire où on pose des questions sur évidemment pourquoi elle vient. Et puis on construit, quand on a un peu l'expérience et qu'on a quelques ampoules qui s'allument, on arrive à guider tout de suite l'entretien pour poser les questions adaptées à sa demande. Si jamais la personne vient parce qu'elle fait des sinusites chroniques, vous n'avez pas lui demander si elle a l'arthrose au pied. Mais on va tout de suite orienter les questions. Puis après, il y a un temps important qui est celui de la palpation, où on va écouter les pouls. En fait, il y a des pouls chinois, c'est-à-dire qu'on pose les doigts au niveau de l'artère radiale, et puis vous avez, comme ça, je vous montre, avec l'index, le majeur et l'annulaire, vous avez 3 loges qui ne sont pas les mêmes si c'est à gauche et à droite, qui ne représentent pas du tout les mêmes organes. Là, je suis à droite, donc je suis sur poumon, rate, rein, et puis quand je descends et que j'appuie en profondeur, je suis plutôt sur le gros intestin, l'estomac et la vessie. Et ça change de l'autre côté. Donc en fait, on arrive à écouter la santé énergétique de tous les organes. Et puis dans l'observation, on observe aussi la langue, on observe l'iris, on observe les oreilles, on observe les vénules. Et d'observer la langue, par exemple, ça va vous donner des informations, parce que la langue, c'est comme quand on observe une langue, c'est comme observer un scanner au rayon X, c'est-à-dire que sur la langue, vous avez tous les organes qui sont représentés, et en fonction de la forme, de la texture, de l'enduit, des crevasses, des gerçures,
des démarcations, les marques des dents sur la langue, mais aussi les veines sous la langue, on se fait une idée, effectivement, s'il y a beaucoup d'humidité, pas assez d'humidité, s'il y a de la sécheresse, s'il y a du feu, s'il y a une atteinte au niveau des organes, s'il y a trop de colère. On voit beaucoup de choses sur la langue et ça nous permet, là encore, par rapport à ce pourquoi vient le patient, par exemple, une femme qui vient et qui vous dit j'arrive pas à avoir d'enfant parce que j'ai des kystes aux ovaires et que je vais bientôt faire une insémination ou une FIV, peu importe. Elle vient parce qu'elle est très stressée, parce qu'elle a envie de mettre toutes les chances de son côté. Et puis vous, en prenant ses pouls, en regardant sa langue, en lui posant des questions sur ses cycles, sur les rythmes qu'elle a, on se fait une idée, voilà, de comment est le chi, comment est sa vitalité, quel est le diagnostic. Quand je vous dis diagnostic, c'est le diagnostic énergétique dans la balance de ce yin et de yang, ce qui est déréglé, ce qu'il faut améliorer, renforcer. Et après, on agit avec soit les aiguilles, soit les plantes, soit les massages, soit d'autres techniques. Et on arrive comme ça à rétablir un équilibre qui va permettre à cette femme, soit naturellement, les kystes, c'est ce qui se passe souvent, soit lorsqu'elle va démarrer son traitement à base d'hormones, à l'hôpital ou en cabinet chez son gynécologue, d'avoir une meilleure réponse, une meilleure réaction, moins d'effets secondaires. Voilà. Ça, c'est vraiment super intéressant. Il y a aussi autre chose que vous regardez précisément, je crois, c'est le souffle, la façon dont la personne respire. C'est important pour vous? Oui, c'est très important. Le souffle, la qualité de l'inspiration, l'expire, la dyspnée, les gens qui ont une respiration courte, des gens qui ont du mal à inspirer, ou des gens qui soupirent beaucoup, des gens qui ont un bruit dans la respiration. Tout ça, ça donne beaucoup d'informations sur le tonus, sur l'énergie du poumon, l'énergie du cœur, l'énergie du foie. Est-ce que c'est quelqu'un qui embrasse la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui subit la vie? Est-ce que c'est quelqu'un qui a beaucoup de tristesse? Est-ce que c'est quelqu'un est-ce que cette respiration est associée à des points de côté? C'est beaucoup lié au foie, à la vésicule biliaire. Donc c'est quelqu'un qui a souvent qui a de la colère. Tout ça, ça nous donne des informations sur ce que ce souffle raconte de cette personne et surtout de la localisation de ces blocages. Vous avez un peu des sortes de grands profils ou des familles de profils types ou c'est vraiment que du sur-mesure? En théorie, c'est du sur-mesure. Ceux qui ont des familles types et qui font des recettes, généralement, ce sont des personnes qui ont une formation quand même plus courte et qui sont moins entrées dans la spécialisation de la technique. Mais quand on passe beaucoup de temps sur le terrain en Chine, on apprend vraiment cette individualisation de la médecine traditionnelle du corps humain. Et donc, vous faites tout sur mesure. Jamais, il n'y a pas de formules de points équivalentes pour deux femmes qui auraient, par exemple, ces ovaires. D'ailleurs, on en profite pour faire une petite aparté. C'est qu'il y a beaucoup de formations qui fleurissent en fait sur ces sujets-là, que ce soit en médecine traditionnelle chinoise ou en acupuncture ou même dans d'autres champs. Et elles ne sont pas toutes effectivement du même niveau. Donc, quand on choisit un praticien, il faut bien se renseigner effectivement sur la formation. Qu'est-ce que vous en pensez ? Aujourd'hui, on a Internet qui nous aide beaucoup. Vous avez, dès que vous cherchez un thérapeute, tout de suite vous tombez sur des avis. Vous voyez cette personne depuis quand elle pratique, où est-ce qu'elle a été formée. Généralement, on arrive à avoir pas mal d'informations comme ça. Et puis, c'est comme pour les psychologues, c'est comme pour tout finalement. On va sur recommandation pour consulter quelqu'un, c'est important. Et puis après, c'est votre feeling aussi. Je veux dire, on peut très bien, vous pouvez venir me voir et pas du tout sentir la séance, ou alors vous pouvez aller chez un très très bon thérapeute et puis vous n'allez pas vous sentir bien, ou quelqu'un qui est moyen mais qui a une très grande empathie, qui a un bon instinct, qui va poser les bonnes questions, il va vous mettre en confiance et puis il va quand même avoir des résultats. Il y a tout ça aussi, et l'effet placebo, il existe partout. Bien sûr. Je me demandais si le chi, en vous écoutant, c'était quelque chose d'inné acquis ou un mélange des deux. Est-ce qu'il y a des gens qui s'incarnent avec justement déjà plus ou moins de chi, et puis ensuite comment ça évolue dans le temps? Là, on change de domaine, on parle de spiritualité. Est-ce que quand on vient sur Terre, c'est sûr, on peut regarder dans les yeux de deux enfants du même âge. Moi, je le vois beaucoup dans les zones, des zones difficiles. Vous avez deux personnes qui ont subi les mêmes violences, les mêmes traumatismes, les mêmes
qui ont subi les mêmes pertes, qui vont réagir différemment. Il y en a un qui va être complètement écrasé et qui ne va plus être capable de se relever, et puis l'autre qui va développer une force surhumaine et qui va dépasser cet écrasement et cette épreuve-là. Alors, on peut dire qu'effectivement, si on l'analysait d'un point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, lui, il a un très bon qi, et c'est ce qi qui est, en fait, son moteur, et c'est sa force mentale, en fait. C'est ça. Voilà. C'est aussi lié à ce qu'appellent les Chinois l'incarnation, le projet de vie, les âmes, tout ça. Si le révérend Perlard disait, les mouvements du cœur, ce qui explique toute la psychologie en fait de l'homme, et c'est ça, on le voit dès les premières années de la vie. Et bon, moi je veux pas créer cette catégorie-là parce que c'est horrible pour ceux qui ont... Oui, ça donne une forme de déterminisme. Oui, c'est horrible. Et moi, ce que je trouve fort, et c'est ce qu'on fait nous, en tout cas dans les camps, c'est aussi aider en nourrissant et en boostant l'énergie et la résilience de ceux qui sont écrasés, justement. Et là, on voit qu'on fait des choses. Donc ça veut dire finalement les facteurs épigénétiques, l'environnement, ce qu'on amène en plus de ce qui est subi ou de l'inné. Ben voilà, vous êtes né avec des faiblesses, vous êtes malade, enfin voilà, vous avez eu des problèmes, votre mère a failli vous perdre pendant sa grossesse, puis après vous avez subi des chocs, vous êtes entre guillemets faible. Eh bien non, on arrive aussi chez ceux-là à faire des miracles. Et nous, notre technique, elle consiste beaucoup à stimuler, à booster la résilience. Après, booster la résilience, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, ça veut juste dire renforcer toutes les pulsions de vie, et c'est ce qu'on fait aussi chez quelqu'un qui a un cancer en France. Et vous voyez, et finalement, mais ça peut être pareil quand vous êtes en dépression, vous êtes fait plaquer par votre chéri, vous avez perdu votre job, vous avez perdu un être cher. Comment vous vous reconstruisez après ça ? Comment vous dépassez, comment vous faites le deuil ? Mais voilà, c'est... Et là, il y a plusieurs étages d'ailleurs pour travailler dessus. Évidemment, il y a le corps, les émotions, et puis ensuite le mental ou la psyché, peu importe le nom qu'on lui donne, l'esprit. J'imagine que vous intervenez sur les 3 niveaux. On intervient sur tout ça, et puis ce qui est, ça nous remet beaucoup en question le terrain en zone de guerre, parce qu'effectivement, par exemple, sur des personnes qui ont assisté à un attentat ou qui ont survécu à un attentat, il y a des techniques d'urgence qu'on utilise pour éviter que la personne reste trop longtemps dans un état de sidération qui provoque des lésions au niveau du cerveau, et pour tout de suite, en travaillant sur le cognitif, aider cette personne à se réveiller, ne pas rester dissociée et coupée de son corps, coupée de la réalité, coupée d'elle-même. C'est ce qui fait aussi qu'après, beaucoup de ces survivants tombent dans des pratiques addictives. Il y a eu des études sur les rescapés du Bataclan, il y en a beaucoup qui sont tombés après dans la drogue, l'alcool, tout ça. Et en fait, quand on travaille là-dessus, et qu'on fait des ponts avec la médecine traditionnelle chinoise et l'auriculothérapie, par exemple, parce qu'il y a des sièges de ce traumatisme dans l'oreille et on peut travailler dessus. Et quand on combine toutes ces techniques-là de psychologie, de thérapie cognitive et aussi d'énergétique, on booste cette vie, on booste cette résilience. C'est ça. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est vraiment au cœur de votre travail. Vous parlez de la joie, de cultiver la joie. Vous livrez quelques ingrédients dans votre livre et vous dites toujours sans imposer aucune vérité. Et c'est vrai qu'on imagine que quand vous dites ça, vous le dites aussi depuis cette femme qui va sur ces zones de guerre et qui est en contact avec ces gens-là. Donc on n'imagine pas que c'est une joie qui serait juste une technique de développement personnel de plus. Ou une morale. Non. Et puis, de toute façon, il y a un moment donné, vous êtes obligé de faire avec. Donc, comment je fais avec tout ça pour dépasser beaucoup de femmes. Moi, j'ai vu des femmes perdre leur enfant sous leurs yeux, arracher un enfant arraché de ses bras par les djihadistes, ou d'autres. J'ai rencontré une femme, mais c'était terrible. Elle était dans les montagnes, les djihadistes arrivaient, il fallait qu'elle fuit. Elle avait 6 enfants. Elle ne pouvait pas tous les prendre. Il a fallu qu'elle fasse des choix. Elle en a abandonné 3 pour en sauver 3. Et puis, comment elle fait après ? C'est-à-dire qu'elle est poursuivie dans ses cauchemars par les 3 qu'elle a abandonnés pour en sauver 3. Et vous regardez dans les yeux de cette femme qui a votre âge, vous dites, mais comment elle tient, en fait ? Et c'est vrai qu'il n'y a pas de morale. Quand je dis cultiver la joie, c'est un peu travailler aussi peut-être sa foi intérieure pour dire, écoutez,
voilà, je suis très malade, je vais peut-être pas m'en sortir. Et finalement, au quotidien, quand parfois des patients me disent « Oh là là, avec ce que vous faites, ce que vous voyez, moi, mes problèmes à côté, c'est... » Vous voyez, bon, j'en dis « Mais il n'y a pas de petits problèmes, parce que finalement, c'est chacun avec soi-même et comment on surmonte, en fait, des moments très difficiles, parce que la vie n'est pas que ça, et qu'à un moment donné, on va sortir de ce tunnel-là, on va y aller ensemble. Si vous n'y arrivez pas, je suis à côté de vous, et puis je vous aiderai, et puis voilà. » Et voilà, cultiver la joie, c'est important. C'est vrai que c'est pas toujours évident quand on est seul, quand on est dans la maladie, quand on voit pas le bout, quand on ne sait pas comment faire, quand on est trop fatigué, quand les mauvaises nouvelles s'accumulent. Mais s'accrocher à des petits moments suspendus au temps, des parenthèses, et essayer de donner suffisamment de place à ça dans votre cœur pour vous protéger. C'est pas faire le déni, se mettre dans sa carapace, mais c'est juste à un moment donné, voilà, cette joie, elle est à vous, elle vous appartient parce que vous êtes vivant. Et on va... Ce que disait Guy Cornet aussi, quand il travaillait sur la visualisation... Vous l'avez bien connu, hein. Oui. Quand il travaillait sur la visualisation positive, et que finalement il mettait de la lumière dans chacune de ses cellules, et qu'il y avait un avant et un après dans les séances de chimiothérapie. C'est très très fort. La méditation, elle a ce pouvoir-là aussi. La contemplation, la prière. Mais ça peut être aussi écouter de la musique, marcher dans la forêt. On revient à votre parole du débutant qui a de la vie. Finalement, tout est possible, y compris la joie. Oui. Oui. Et puis la joie, vous pouvez la cultiver aussi en donnant, en partageant, en vous engageant. C'est pas toujours la joie tournée vers soi, la consommation. Si parfois on peut pas. Si on n'a pas un amoureux dans sa vie, si on n'a pas tout ça, il y a d'autres manières de faire. Et en fait, c'est à chacun de trouver à l'instant T, aujourd'hui, ce qui m'apporte de la joie. Parfois, ça peut être juste aider le voisin ou la vieille dame qui n'a pas pu compléter sa baguette ou porter ses sacs. C'est des fois des petits détails avec votre chauffeur de taxi, de dire un mot gentil. C'est ça. Alors dans les autres conseils, évidemment, il y en a beaucoup. Pour rester en bonne santé, il y a quelque chose qui est très important, évidemment, le sommeil, les micro-siestes, vous dites, mais aussi celui de bouger. Et avec cette phrase qui est que qui veut se maintenir en bonne santé doit faire souvent de petits efforts physiques. Et ça, j'ai bien retenu dans votre livre, parce que c'est vrai qu'on peut être parfois dans quelque chose de l'ordre un peu de la performance. Et moi, je l'ai été, par exemple, en faisant de la course à pied, des marathons, etc. Et là, ça nous dit sans aller au-delà de ses forces. Donc c'est important de cultiver ça. Oui, parce que quand vous observez les Chinois, moi j'étais fascinée à l'université, je les voyais le matin, à l'aube, avec des postures très lentes, assez immobiles, faire des petits mouvements pour faire circuler l'énergie du matin, parce que le yang, le matin, se réveille, et que le corps, à l'image de cette nature en réveil le matin, ils avaient des exercices très lents pour mettre en mouvement l'énergie. Et c'est des techniques qui marchent, ce sont des personnes qui n'ont pas ou très peu de problèmes d'articulation, de douleur, et vous les voyez, ils sont plus dans un... Ou alors il y a certaines danses, des danses très lentes qu'ils font, et ils sont une espèce d'écoute de leur corps qui n'est pas pousser cette machine à l'extrême. Je vois en ce moment avec mes enfants qui sont des ados, qui cultivent leur corps avec des haltères, ils font des muscles, 2 heures de sport avec des entraînements intensifs. Je leur dis, mais c'est pas bon, parce qu'en fait, t'en fais trop chaque jour, tu fatigues tes muscles, et comme les muscles, comme je vous disais tout à l'heure, sont liés à la rate, qui est le siège de la pensée et qui produit le sang, à un moment donné, tu vas développer d'autres soucis liés à la fatigue, à l'asthénie, tout ça. Ah ouais, mais les ados... Et moi, je me souviens, je faisais aussi de l'athlétisme et des semi-marathons. Et c'est vrai que tout est une question d'équilibre. En fait, ce qu'il y a dans les recettes chinoises, c'est que vous pouvez tout faire adapté à votre âge, à votre constitution, à votre énergie. Il y a des gens qui peuvent faire plus de sport, d'autres moins. Mais c'est vrai que dans le cadre du cancer, parce que c'était ça dans le livre, à un moment donné, quand je parle de ces exercices-là, c'était vous mettre en mouvement, sans pression, un petit peu de vélo, un peu de marche, le matin, sentir ses pieds dans la terre humide le matin, parce que ça vous permet de mieux de sentir votre corps. Tout ça, c'est des petites techniques qu'on donne en Chine pour aider les personnes à démarrer leur journée quand ils sont mal réveillés, fatigués. Ouais, c'est la voie du milieu quand même. Avec des effets secondaires, des traitements qui sont très très fatigants, affaiblissants. Les gens ne peuvent pas tout manger. Voilà.
D'ailleurs, à un moment, vous racontez, vous asseyez à côté de deux Chinois ou un Chinois centenaire et qui vous apprend une forme de sagesse parce qu'il mâche son bol de riz très lentement. Et oui. Et il y a une sagesse, en fait, à travers ça qui vous transmet. Oui, c'est vrai que nous, c'est peut-être différent aujourd'hui. Peut-être les Chinois de 2022 sont plus comme nous, Européens, mais je me souviens quand je suis arrivée en 99 et que j'étais très young, très active, assez impatiente, je voulais apprendre vite, j'avais pas de temps à perdre. Et en fait, plus j'étais comme ça, et plus j'avais l'impression qu'ils me faisaient payer, quoi. Les Chinois, ils me faisaient attendre, ils me laissaient passer la dernière pour piquer. Et en fait, j'ai appris petit à petit pourquoi. Sur le coup, j'étais blessée, j'étais frustrée, j'avais l'impression qu'on m'aimait pas, qu'on me rejetait, tout ça. Et en fait, petit à petit, au bout d'une semaine, 2 semaines, quelques mois, j'ai commencé en fait à changer de l'intérieur parce que je me suis adaptée à ces gens-là, mais je comprenais aussi leur bienveillance. Et c'est vrai que ces Chinois qui ont leur manière de manger avec les 5 sens, qui vous expliquent que vous n'êtes pas en train de manger, mais juste d'avaler, que vous n'êtes pas en train de vous nourrir, mais juste de consommer. Et en fait, c'est tellement parlant de notre manière d'être avec la nature, avec le monde, avec nous-mêmes. C'est une forme de violence aussi. De prédation. Oui. De prédation. Et c'est pour ça, quand je vous disais au début, la médecine chinoise, c'est aussi une philosophie, c'est aussi une sagesse. C'est vrai que en médecine chinoise, vous dites que dans les grands textes fondateurs, il y a une 15aine de noms pour nommer l'angoisse, comment apaiser l'angoisse, et vous avez des astuces aussi pour se désensibiliser, comme vous dites, parce que c'est vrai que dans la maladie, dans des gens, comme vous le disiez tout à l'heure, qui sont atteints de cancer ou de maladies extrêmement graves, avant la maladie, il y a l'angoisse qui est là, et qui est une part importante finalement de la souffrance et de la maladie qui est souvent ignorée. Oui, puis l'angoisse, ça prend plusieurs formes, et puis elle a plusieurs degrés. Entre l'angoisse, la peur, la terreur, toutes ces choses-là, elles n'abîment pas l'énergie de la même manière. On peut avoir peur, une angoisse. Demain, j'ai un entretien important, j'ai une maladie, j'attends les résultats d'un examen, je suis terrorisée. Ok. Le problème de l'angoisse qui dure, d'une terreur qui dure, d'une peur qui devient panique, en fait, l'énergie est bloquée, tout simplement. Ouais. Et elle est bloquée, elle vient affaiblir et casser au niveau des fondamentaux en médecine chinoise, abîmer l'énergie des reins. Et ça a des répercussions sur la santé. Parce que les reins, c'est, en médecine chinoise, c'est le siège de l'énergie innée, mais c'est aussi votre vitalité, c'est le moteur, c'est ce qu'on appelle le feu du Mingmen, c'est votre propulseur. Si l'énergie des reins est faible, vous n'avez plus de vitalité. Et voilà. Et la peur, la terreur, la frayeur, tous ces états de peur qui deviennent paralysantes ou chroniques, elles sont extrêmement invalidantes. Est-ce qu'il y aurait des points, justement, en acupressure qu'on pourrait recommander, quitte à proposer sur les réseaux sociaux 1 ou 2 schémas, justement, issus de votre livre, qui seraient vraiment efficaces ? Oui. Alors, il y a, au niveau de la poitrine, entre les 2 tétons, là, vous avez un point qui est le numéro 17, le réchauffeur moyen. Alors ça, pour le renforcer, c'est très simple. Vous mettez sous la douche, vous passez la poire, vous laissez avec la poire de douche chaude 1 minute là, le matin. Non seulement vous ouvrez la poitrine, vous faites circuler le chi, puis vous nourrissez le cœur. Et c'est un point très important. C'est au niveau à peu près du plexus, c'est ça ? Oui, tout à fait. C'est entre les 2 tétons. Ouais. Et c'est un point qui apaise, qui relaxe, qui ouvre la poitrine, qui détend la poitrine, qui nourrit le cœur. Puis ensuite, vous avez un autre point là, juste dans le petit pli, là, quand vous pliez le poignet, c'est le point source. C'est le point Shenmen, c'est le point 7 du méridien du cœur. Donc là, c'est à l'extérieur du poignet. Ouais. À l'extérieur, voilà. Et quand vous pliez numéro ça, combien ? Le 7. Le 7. Du méridien du cœur. Oui. Comme vous ça, pouvez faire ça ensemble. Oui. Après, sinon, ce que vous pouvez faire, c'est... Combien de temps on appuie ? Alors, ce que vous pouvez faire, c'est prendre un petit morceau de scotch et vous mettez un grain de riz et vous fixez dessus, serré. Comme ça, le petit grain de riz va presser sur le point et ça va le stimuler en continu. Ah, sinon, très vous bien. Le massez. Ouais, mais si vous mettez un morceau de scotch avec le point, il va le stimuler en continu. D'accord, donc si on se sent très angoissé ou avec des terreurs ou des frayeurs, on peut déjà en première intention en tout cas essayer ça. Oui.
Alors, on a parlé un peu des plantes, mais juste voilà, pour donner peut-être une de vos formules, parce que vous en donnez un certain nombre dans le livre. La phytothérapie, c'est vraiment aussi un art. L'herbier chinois, vous dites, compte 3000 plantes courantes que les guérisseurs trouvent au pied de leur porte. Donc, c'est quand même assez important, toute cette pharmacopée. Et vous nous parlez d'une recette, d'une formule magistrale qui s'appelle Anchengbu Chin Piang. Vous allez me le redire bien ? Oui, alors Anchen, ça veut dire calmer l'esprit. Et c'est une formule qui... En fait, les formules principales sont des formules qu'on appelle magistrales, avec des plantes empereurs, des plantes ministres, des plantes ambassadrices, des plantes conseillères. Il y a une espèce d'organigramme avec les plantes prioritaires, principales, secondaires, et puis celles qui sont des modérateurs. Et vous avez comme ça la plante principale qui est la première, et les autres viennent autour, augmenter, potentialiser l'effet. Ça, c'est une formule qui est très bonne, pareil, pour les angoisses, pour les peurs, pour les troubles du sommeil, elle vient pour calmer l'esprit, parce qu'elle nourrit le sang du cœur, elle nourrit le yin des reins, et c'est une formule très importante pour traiter la dépression, l'insomnie, des choses comme ça. Il n'y a pas de contre-indication ou d'altération avec d'autres traitements? Ça peut être assez facile de l'utiliser? Non, il n'y en a pas, mais après, c'est vrai que c'est difficile, l'automédication. Enfin, c'est pas de l'automédication, parce que c'est des plantes qui sont des compléments alimentaires, mais il faut quand même faire attention. C'est bien de se renseigner si vous n'êtes pas sûr, et puis sinon, il faut aller sur des formules très simples, comme certaines recettes que j'ai mises pour tonifier le qi, des choses comme ça. On pourra peut-être la donner. Oui. Oui, c'est ça, aller sur des choses un peu de base. De toute façon, vous le dites, ça peut être bien de faire peut-être 2-3 consultations par an en prévention, quoi qu'il arrive, aux intersaisons. Les intersaisons, et puis après, selon vos points faibles, si vous avez tendance à avoir des allergies, par exemple au printemps, c'est bien de faire les séances avant l'hiver, pour bien préparer le printemps. Mais si vous avez tendance à avoir d'autres types de soucis qui sont liés à d'autres saisons, il faut préparer ça avant aussi. Donc c'est bien de faire quelques séances aux intersaisons. D'accord, très bien. Alors j'aurais mis une question évidemment à vous poser encore, on refera peut-être un autre entretien. Merci infiniment Élise Bogossian. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Prévenir ou soulager cancer, les vertus de la médecine traditionnelle chinoise, chez Robert Laffont. Nos éditrices et auditeurs peuvent trouver votre travail au sein de votre organisation dont on a parlé, via le site elisecare.org, et j'imagine vous soutenir s'ils le souhaitent aussi à travers ce site. Et puis on peut retrouver l'Union française pour la médecine traditionnelle chinoise à l'adresse, je crois, ufpmtc.com, c'est bien ça? Oui, et puis vous pouvez aussi sur Planeta Verde, c'est un laboratoire, une herboristerie traditionnelle chinoise, avoir des recettes, pareil, pour augmenter votre vitalité, booster vos cheveux, votre peau, en fonction des différents dérèglements que vous avez pendant des traitements lourds. Ce sont des traitements simples, et puis ils donnent des bons conseils. Ça évite l'automédication. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup en tout cas. Je vous en prie. Merci Anne. Avec plaisir. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Spotify et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.